Au sens large, le travail, on peut le définir comme l'ensemble des activités d'acquisition des subsistances. Donc on peut l'opposer au loisir, qui est l'ensemble des activités exercées par plaisir ou distraction sur le temps libre et qui ne répondent pas à un but d'acquisition de subsistance. Donc ça, c'est plutôt au niveau anthropologique. On verra juste après qu'au niveau économique, c'est différent. Donc justement, du point de vue économique, le travail se définit comme les activités qui vont déboucher sur la production de biens et services qui vont donner lieu à des transactions marchandes. Et donc c'est là que la définition économique va prendre tout son sens, si au niveau des transactions marchandes. Pour l'économie moderne, c'est ce qu'on verra juste après, toute activité qui ne débouche pas sur une transaction monétaire et la production d'un bien ou d'un service marchand n'est pas considérée comme du travail. Donc par exemple, toutes les tâches domestiques ne sont pas considérées comme du travail, elles n'entrent pas dans le champ du PIB, donc produit intérieur brut. Donc on peut voir qu'il s'agit essentiellement d'un problème de mesure et de quantification, ce qu'on verra avec le problème que pose le PIB, la problématique du PIB comme mesure de richesse. Donc, alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2014, Eurostat a changé ses normes de définition, enfin de calcul du PIB, et maintenant on prend en compte les activités de prostitution et de trafic de drogue. Voilà, donc ça c'était en 2014. Donc des pays l'ont adopté cette nouvelle mesure quasiment immédiatement, l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne. Et en 2018, l'INSEE a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB. Alors, hop, voilà. Donc ça a donné lieu à une question d'un sénateur, Arnaud Bazin. Donc, alors je ne sais pas quelle est la couleur politique de ce monsieur, je vais lire sa question au gouvernement. Si Eurostat estime que le trafic de drogue et la prostitution doivent être intégrés dans les statistiques nationales, estimant qu'il s'agissait de transactions commerciales consenties librement, il lui demande, donc au gouvernement, au-delà des considérations quant à l'harmonisation des données, sa position sur ce sujet, étant précisé que ces activités sont considérées comme légales dans certains États, à l'image des Pays-Bas, ce qui module à la hausse leur PIB, et illégal dans d'autres, ce qui est le cas de notre pays. Donc ensuite, vous avez la réponse du ministère de l'économie, qui répond donc ceci: ne sont décrits par la comptabilité nationale que les flux économiques entre institutionnels agissant d'un commun accord. Le caractère illégal ou dissimulé d'une activité ne saurait en aucun cas justifier son exclusion du produit intérieur brut. Voilà. Donc ça, c'est la vision économique du travail, et on verra que on la retrouvera plus tard, notamment son caractère amoral, qui va être central au niveau du travail et du développement du libéralisme et de son rapport au travail. Alors, exemple concret, vous passez votre après-midi à aider votre voisin à tailler sa haie, donc c'est du travail pour vous, mais au niveau du PIB, ce n'est pas comptabilisé, donc ce n'est pas du travail. Maintenant, si vous faites la même chose et vous facturez 100 €, là, ça devient du travail. Voilà, donc on voit qu'il y a une nette différence au niveau économique, de la définition économique, et au niveau anthropologique. On va plutôt le définir comme les activités qui permettent d'acquérir les subsistances. Voilà, de même pour tout ce qui est travail domestique. Quand vous faites votre passage ou votre ménage, ce n'est pas considéré comme du travail. Pourtant, peu de personnes considèrent ces activités comme un loisir. Donc, alors, moi j'avance que tout ce qui n'est pas du loisir peut être considéré comme du travail au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire avec des activités contraintes. On va voir ce que c'est qu'une activité contrainte. Donc on va faire la distinction entre les activités qui sont subies, comme le ménage ou le repassage, et les activités qui sont librement choisies. Ce qui explique d'ailleurs que certaines personnes qui ont transformé leur loisir ou leur passion en activité commerciale n'ont pas forcément le sentiment de travailler. Alors à ce propos, il y a une étude du CREDOC, donc le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie,
qui a qualifié, donc dans une étude qui s'appelle La société des loisirs dans l'onde de la valeur travail. Alors il parle de manière cocasse, j'ai trouvé, de semi-loisirs pour qualifier les activités de jardinage et de bricolage. Ça fait d'une personne à l'autre. Moi par exemple, quand j'ai rénové ma maison, c'était du bricolage, mais ce n'était pas du loisir. Alors que si quelqu'un bricole pour son plaisir, sur son temps libre, dans son atelier, ça peut très bien être considéré comme du loisir. Donc voilà, le Crédoc, par exemple, parle pour toutes ces activités de semi-loisirs. Alors, il est important aussi de tenir compte des modalités d'organisation de l'activité, de l'autonomie et de la liberté d'organisation qui existent au sein de l'activité. Il ne suffit pas de choisir librement une activité pour que cette dernière puisse être considérée comme un loisir. Là. Donc la condition, c'est que l'organisation elle-même de l'activité soit librement choisie et modifiable, par exemple par le fait que je puisse décider à tout moment d'interrompre mon activité, de la reporter, sans que cela me porte préjudice. Voilà, typiquement, quand je rénovais ma maison, je ne pouvais pas décider de reporter mon activité parce qu'on devait emménager, donc ce n'était pas du loisir. Donc finalement, on peut définir plus précisément le loisir, enfin c'est ma définition, comme l'absence de contrainte. À l'opposé, le travail va se définir par la contrainte, ce que tout le monde en réalité comprend instinctivement. Enfin, je ne sais pas moi, instinctivement, c'est ma définition. Et puis quand on parle avec des gens lambda, ça va être aussi leur sentiment, leur ressenti. Voilà, donc à partir de là, pourquoi est-ce que le travail est lié si fort au PIB? C'est parce que le PIB est quelque chose d'obsessionnel, comme la croissance, mais les deux sont liés, et notamment parce que le PIB sert à calculer les ratios d'endettement. Et comme nous sommes un pays qui est surendetté, hein, on arrive à 110% de dette publique, la croissance du PIB, eh bien, c'est une question vitale, hein, parce qu'elle sert à calculer ce ratio d'endettement, justement. Donc si le PIB croît, notre ratio d'endettement, mécaniquement, va diminuer, va nous permettre d'emprunter, puisque au niveau de la dette publique française, c'est ce qu'on appelle un schéma de Ponzi, c'est-à-dire qu'on ne rembourse jamais le principal, mais on va emprunter régulièrement pour rembourser les prêts antérieurs. C'est ce qu'on appelle un schéma de Ponzi. Donc c'est pour ça que le PIB, ça devient la croissance du PIB, notamment, ça devient une question vraiment vitale, notamment pour un pays qui est surendetté. Voilà. Or, comme nous l'avons vu, le PIB est un agrégat amoral, on y reviendra, donc qui ne se préoccupe pas de la morale de l'activité, puisque on compte dans le PIB maintenant en France les activités liées au trafic de drogue, et puis dans d'autres pays européens, les activités liées à la prostitution. Donc c'est un outil de mesure qui est problématique. De quel côté qu'on le prenne d'ailleurs? Donc, par exemple, on pourrait penser que la hausse des dépenses de santé serait plutôt une bonne chose. Si la hausse des dépenses de santé, elle croît dans le PIB, ça peut être le signe d'une société qui se préoccupe davantage du bien-être de ses concitoyens, que l'espérance de vie va augmenter, que la mortalité infantile va diminuer, etc. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. En 2022, on a au niveau des pays de l'OCDE une moyenne de 9% du PIB qui est consacré aux dépenses de santé. Les USA sont largement au-dessus avec 16,6% du PIB consacré aux dépenses de santé. Or, quand on regarde les indicateurs de santé, l'espérance de vie aux États-Unis en 2022, hommes et femmes confondus, elle était de 76,4 ans. Et en France, donc qui consacre 8,9% de son PIB aux dépenses de santé, eh bien, l'espérance de vie était de 82,3 années. Donc on voit que même un agrégat, comme si on prend les dépenses de santé, la croissance des dépenses de santé dans le PIB, eh bien, n'est pas un signe que cette société va s'améliorer, que cet outil de mesure va s'améliorer. Voilà. Il y a plein d'autres exemples, comme les vaccins Covid, etc. Voilà. Donc ça, c'était juste la petite introduction sur le travail. Donc, vous voyez, selon les personnes, la définition du travail n'est pas la même non plus. Alors, voilà, par exemple, un exemple de la classe dominante au travail. Donc, alors c'est une photo qui est devenue un mème sur Internet. Hein. Vous avez donc ici Gérard Larcher,
le président du Sénat. Voilà, donc il est ici à un déjeuner de travail. Avec donc ici, c'était le bureau de l'Association des maires de France. Donc voilà. Donc pour Gérard Larcher, cette activité, c'est du travail. On peut continuer. Alors, c'était une réception qui était donnée toujours au Sénat. C'était le congrès des maires et c'était un déjeuner de travail. Au niveau régional, Laurent Wauquiez a organisé, c'était il y a quelques mois, ou 6 mois à peu près, ça a fait un petit scandale à l'époque, oui. Au niveau régional. Il a organisé donc un dîner des sommets, où le prix est estimé par la presse régionale à 1 160 € par personne. Et donc la région a justifié cet événement qui permet la mise en relation de personnes issues de tous les horizons afin de créer de grandes synergies entre les acteurs de la région. Voilà, donc c'était aussi un dîner de travail. Voilà. Donc, vous voyez que selon votre classe sociale, votre vision et votre expérience du travail ne va pas être la même. Alors, on va entrer dans le cœur de l'ouvrage. Donc moi, dans mon petit livre « Le travail, histoire d'une idéologie », donc je suis parti du Paléolithique et de notre rapport au travail quand nous étions tous des chasseurs-cueilleurs. Donc quelques dates. Donc le Paléolithique. Alors les dates sont mouvantes, elles ont tendance à reculer. Donc c'est entre moins 2,6 3,3 millions d'années. Homo habilis, donc moins 2,4 millions d'années. Homo erectus, moins 2 millions d'années. La domestication du feu, moins 500 000 ans. Et Homo sapiens, donc nous, il y a 300 000 ans. Le Paléolithique supérieur, dont on reparlera plus tard, à peu près moins 45 000 ans, et c'est là qu'on verra les premiers signes de hiérarchie sociale et de société inégalitaire et les premiers changements de l'organisation des sociétés humaines. Et puis le temps moderne, donc aujourd'hui avec Gérard Larcher. Alors, nous allons voir que nous avons en réalité été éduqués au travail et que ce dernier, au cours de notre histoire donc préhistorique, eh bien, n'était ni un penchant ni un phénomène naturel pour l'espèce humaine. Donc comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte, comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Alors, on a peu de manières au niveau de l'archéologie de voir quel était les rapports sociaux, le rapport au travail des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, puisqu'on trouve essentiellement des objets, etc. Par contre, on peut regarder par comparatisme, c'est-à-dire en observant les sociétés primitives qui sont restées ou qui étaient restées chasseurs-cueilleurs et sur lesquelles on a des données, notamment à travers l'anthropologie. Voilà, donc le Paléolithique, ça a duré donc des centaines de milliers d'années, et c'est la période qui a façonné l'espèce humaine, notamment notre cerveau, notre manière de coopérer les uns avec les autres, et c'est ce qu'on appelle l'environnement de l'évolution adaptative. C'est la période pendant laquelle les groupes humains ont évolué pour devenir des groupes coopérateurs essentiellement. Donc certains anthropologues sont intéressés à cette question, notamment Marshall Salins, donc, que je cite beaucoup dans mon ouvrage parce que c'est une source importante. En fait, Marshall Salins, il a publié un ouvrage de référence au milieu des années 70 sur le travail dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-horticulteurs. Donc en fait, l'ouvrage de Salins, il s'intitule « Âge de pierre, âge d'abondance ». Et en fait, c'est une vaste synthèse de beaucoup d'études antérieures, voire de rapports de missionnaires, de lettres, etc., sur les conditions de vie dans ces sociétés au niveau des premiers contacts essentiellement. Donc la vision dominante des sociétés primitives jusqu'à cet ouvrage, eh ben, c'était une vision qui était misérabiliste et indigente. Alors cette vision misérabiliste, elle servira notamment à justifier la colonisation, puisqu'il s'agissait d'éduquer les races inférieures, comme le disait Jules Ferry à la Chambre des députés en 1885.
il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Voilà, donc cette vision, elle a encore cours, hein, quelque part, en Occident. Voilà. Or, ce qu'a montré l'ouvrage de Salins, eh bien, c'était que cette vision misérabiliste des sociétés primitives, d'abord donc véhiculée par les explorateurs, les colonisateurs, les missionnaires, eh bien, elle est basée essentiellement sur les préjugés et l'ethnocentrisme. Alors, voilà ce que dit Salins à ce sujet. Pour le sens commun, une société d'abondance est une société où tous les besoins matériels des gens sont aisément satisfaits. Affirmer que les chasseurs vivaient dans l'abondance, c'est donc nier que la condition humaine est une tragédie concertée et l'homme un forçat qui peine à perpétuité dans une perpétuelle disparité entre ses besoins illimités et ses moyens insuffisants. Car il y a deux voies possibles qui procurent l'abondance. On peut aisément satisfaire des besoins en produisant beaucoup ou bien en désirant peu. Et c'est plutôt la voie des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est notre histoire, hein, jusqu'au néolithique. Voilà. Donc cette vision, elle découle de la vision d'un membre des sociétés industrialisées de l'époque, hein, les colonisateurs, les missionnaires, pour qui donc le bien-être et la richesse se mesurent à la richesse matérielle, à la somme de possession des biens matériels. Donc c'est une question essentiellement de visibilité et de mesure. Voilà. Or, dans les sociétés primitives étudiées par Salins, donc c'était majoritairement des chasseurs-cueilleurs, on dit aussi chasseurs-collecteurs, mais il y avait aussi des chasseurs-horticulteurs. Donc la possession de biens matériels, elle est très limitée. On ne possède que ce qu'on peut emporter. La notion de propriété privée est quasiment inexistante. Il n'y a pas de culture matérielle. Ces sociétés se caractérisent par ce qu'on appelle un communisme primitif, où les produits de la chasse sont mis en commun. Et donc on a une absence de propriété matérielle. Donc ce qui est abondant dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, eh bien ce sont les loisirs. Donc le temps de travail dans ces sociétés a été étudié, a été synthétisé par Salins, et en moyenne on a un temps de travail qui se situait entre 2 et 5 heures par jour. Donc le temps de travail, c'était le temps d'acquisition des subsistances. Voilà. Alors, de plus, ce temps de travail ne concernait qu'un petit groupe de personnes. Toute la population n'était pas active, comme on l'entend aujourd'hui. On avait à peu près 60% de la population qui était de la population active. C'est à peu près le même ratio qu'on a en France aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens trop âgés, ou les jeunes jusqu'à un âge avancé, 18-20 ans, participaient très peu aux activités, notamment de chasse ou de cueillette. Voilà, donc on peut dire que chaque adulte travaillait environ 2 jours par semaine, et on avait une semaine de travail qui tournait entre 15 et une trentaine d'heures. Donc voilà une autre citation de Salins à ce sujet, à propos des Boshiman. Donc les Boshiman, c'est un peuple chasseur-cueilleur qui se situait au niveau du Botswana. Donc ce que les Boshiman ne consacrent pas à se procurer de la nourriture, ils le passent à paresser ou à vaquer à des occupations peu astreignantes. Nous voici de nouveau confrontés à ce rythme paléolithique bien caractéristique, un jour ou deux de travail alternant avec un jour ou deux de repos, où l'on traîne oisif au camp. Voilà. Donc ça, c'est notre rythme paléolithique de travail, donc c'est notre rythme naturel de travail, c'est-à-dire qu'à une journée de travail correspond à une journée de repos, et à 2 journées de travail, donc vous correspondent 2 journées de repos. Donc quand on a produit un effort, quand on allait chasser par exemple, et bien ensuite on va consommer la nourriture, et puis on va se reposer, prendre du repos. Donc ça, c'est notre rythme naturel. C'est notre rythme de travail qui nous vient donc de l'environnement de l'évolution adaptative, donc c'est des centaines de milliers d'années. Voilà, alors forcément il y a une contrepartie à cette société d'abondance, donc la contrepartie c'est la nécessité de changer d'environnement, de le laisser en sous-exploitation afin de maintenir un niveau élevé de renouvellement des ressources naturelles. Alors on verra que ce sera différent, c'est pas tout à fait vrai, notamment quand on va passer aux sociétés transégalitaires, où là on a une sédentarisation ou une semi-sédentarisation qui se met en place. Voilà, donc ce nomadisme, chez les peuples nomades, il induit certains sacrifices, comme les infanticides, les géronticides qui sont courants, voilà, ou des tabous sur les rapports sexuels, puisque
Les femmes, il fallait que l'enfant précédent soit en capacité de se débrouiller un peu tout seul, de marcher, pour qu'elle ait un second enfant. Donc on a un rythme des naissances qui s'établit autour de 3 ou 4 ans, hein, du fait de la nécessité du nomadisme. Voilà. Donc la majeure partie des observations qu'a fait Salins sur les chasseurs-cueilleurs nomades, eh bien, elles sont valables notamment sur le temps de travail au niveau des chasseurs horticulteurs ou des chasseurs-cueilleurs sédentaires, puisqu'on verra qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui étaient sédentaires. Voilà, donc il y a une autre étude, par exemple, chez les Kapuaku de Nouvelle-Guinée, qui étaient donc des chasseurs horticulteurs, qui pratiquaient l'horticulture. Donc sur la base d'une observation ethnologique de 8 mois, l'anthropologue a constaté que les hommes consacraient en moyenne 2,18 heures de leur journée à l'agriculture et les femmes 1h42. Voilà. Alors bien sûr, quand on passe à l'agriculture, après il y a des activités de transformation qui ne sont pas comptabilisées ici. D'accord. Mais au niveau de l'horticulture, les activités de transformation sont moins importantes qu'au niveau de l'agriculture et des céréales notamment. Voilà, donc vous voyez que le travail productif, en fait, ne fait pas partie de notre bagage naturel, de notre environnement naturel. Donc il a été, on verra tout à l'heure qu'il a été implémenté. Voilà, donc quelles étaient les relations sociales au cours de cette période? Eh bien, nos relations à l'intérieur des groupes humains, elles étaient basées sur l'altruisme réciproque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'altruisme réciproque? Eh bien, en fait, alors, ça c'était les chiffres d'avant, pardon. Voilà. L'altruisme réciproque, il a été... c'est une stratégie de coopération qui a été notamment mathématisée lors d'un tournoi informatique organisé par Robert Axelrod, et c'est la stratégie de la coopération réciprocité, pardon. C'est-à-dire qu'on va coopérer avec les individus qui sont également coopérateurs. Quand un individu ne coopère pas, eh bien on va adopter la même attitude, c'est-à-dire qu'on ne coopérera plus avec lui. C'est la stratégie qui s'appelle aussi du donnant-donnant, en fait. On va répéter la dernière stratégie de notre partenaire. Mais quand un individu qui n'était pas coopératif veut à nouveau entrer en coopération avec nous, à ce moment-là, on va lui pardonner en quelque sorte et on va de nouveau coopérer avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle l'altruisme réciproque. C'est un altruisme qui est conditionné, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours dire oui à un individu qui en face ne va pas coopérer avec nous, va par exemple s'accaparer les gains de notre coopération. D'accord. Donc l'altruisme réciproque, c'est une stratégie en fait qui s'est développée au cours donc, de notre histoire, au cours de l'évolution adaptative, et qui a soudé les groupes humains. Voilà, donc c'est-à-dire que nous coopérons préférentiellement avec des individus également coopérateurs. Alors nos rapports sociaux, ils sont également régulés par une morale biologique. Ça a été étudié notamment par Nicolas Baumard dans un livre qui s'appelle comment? Comment nous sommes devenus moraux. Voilà. Et nous avons des émotions qui permettent de réguler les rapports entre les groupes humains, comme la honte et la culpabilité, qui sont des émotions sociales et qui permettent de réguler les rapports entre les groupes humains. Voilà, nous avons aussi les effets réputationnels. La réputation, c'est la mémoire du groupe. C'est la mémoire que va garder le groupe des actions passées d'un individu. C'est pour ça que la réputation est si importante. Si un individu a mauvaise réputation, en fait, c'est la mémoire qui se transmet par le groupe de ses comportements passés. Si un individu a bonne réputation, c'est un individu coopérateur avec lequel on va davantage vouloir coopérer. Voilà. Donc c'est ce que j'ai appelé la coopération volontaire, c'est-à-dire c'est notre premier mode de coopération au sein des groupes humains. Donc cette stratégie du donnant-donnant que vous voyez ici, elle permet de limiter la prolifération des comportements purement égoïstes et elle réalise la correspondance entre l'intérêt individuel et celui du groupe dans un jeu à somme non nulle bénéfique
pour tous. Elle peut s'appliquer uniquement dans le cas d'une relation égalitaire, donc ce qui était le cas au sein des groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, le mystère de l'agriculture. Si tout allait si bien, pourquoi est-ce que l'agriculture s'est imposée? C'est une question qui est encore débattue. Alors, selon Diamond, je ne sais pas si vous connaissez Diamond, il a écrit notamment de l'inégalité parmi les sociétés, effondrement. Alors, selon lui, c'est l'augmentation de la population à la fin de la dernière ère glaciaire qui a conduit nos ancêtres à effectuer un choix déterminant entre la limitation des naissances et la sédentarisation. Cependant, le passage au système agricole ne s'est pas traduit par une amélioration des conditions de vie. En fait, on en déduit cela par l'étude comparative des squelettes préhistoriques, notamment en Grèce. On a comparé les squelettes des chasseurs-cueilleurs et puis ensuite, au même endroit, les squelettes des agriculteurs qui leur ont succédé. Et donc pour les chasseurs-cueilleurs, on avait une taille d'1,78 m en moyenne pour les hommes. Et en 4000 avant Jésus-Christ, donc au même endroit, les agriculteurs avaient une taille moyenne d'1,60 m. Donc on voit qu'il y a une nette régression et que les conditions de vie en fait se sont dégradées. Enfin, on peut penser raisonnablement qu'elles se sont dégradées avec le passage à l'agriculture. Donc pour plusieurs raisons, Diamond en donne quelques-uns. Donc il y avait une plus petite variété de plantes qui étaient cultivées. Donc c'est-à-dire qu'on était plus sujet à la disette, à mauvaise récolte, due aux sécheresses, inondations, etc. Et ensuite il y a tout un tas de maladies, avec notamment la domestication du bétail qui se sont transmises à l'homme. Voilà, les chasseurs-cueilleurs également disposaient d'un régime plus riche en protéines, un régime plus varié, un régime alimentaire plus varié. Voilà, donc les avantages comparatifs finalement de l'adoption du système agricole sont loin d'être évidents. D'autant plus que l'agriculture, comme on va le voir, elle demande un temps de travail supérieur. Notamment, il y a la transformation des produits agricoles, des grains pour en faire de la farine, etc. Donc c'est beaucoup plus long. Alors voici ce qu'en disent les Hadza sud-africains. Donc c'est une ethnie qui vivait en Tanzanie. Donc c'est des propos qui sont rapportés par Salins. On notera avec intérêt qu'instruits par la vie et non par l'anthropologie, les Hadza ont refusé les bienfaits de la révolution néolithique afin de sauvegarder leurs loisirs. Circonvenus de tous côtés par des agriculteurs, ils ont refusé jusqu'à tout récemment d'adopter les pratiques agricoles, alléguant pour motif principal que cela entraînerait trop de travail. En cela, ils rejoignent les Boshiman qui, à la question néolithique, répondent par une autre. Pourquoi planterions-nous lorsqu'il y a tellement de noix mongo-mongo dans le monde? Voilà. Donc on pense que ce qui s'est passé, c'est que les populations qui sont sédentarisées, qui se sont agricolisées en quelque sorte, ont petit à petit empiété sur l'espace des chasseurs-cueilleurs, puisque au niveau des populations sédentaires, notamment agricoles, eh bien, on a eu un rythme des naissances qui s'est accéléré avec une naissance tous les ans à peu près. Donc en fait, il y a eu une expansion démographique des agriculteurs qui ont peu à peu repoussé les chasseurs-cueilleurs dans les zones où certains existent encore aujourd'hui, notamment les Inuits, etc., les Boshiman. Donc c'est des zones désertiques en fait, d'accord, où c'est les seules zones qui restaient, où ces chasseurs-cueilleurs ont été probablement déplacés d'ailleurs. Il y a une autre hypothèse cocasse qui est fournie par l'archéologie sur le passage des sociétés agricoles. Elle tient à la fabrication et à la consommation d'alcool. Donc là, j'ai juste lu un article sur ce sujet, mais qui m'a amusé, parce que je fais de la bière. Et ils ont retrouvé une brasserie, une cuve de brassage en Israël, datée de moins 13 000 avant Jésus-Christ. Et donc les archéologues en ont déduit, enfin ils émettent une hypothèse, ils émettent l'hypothèse que eh bien, le passage à l'agriculture se serait fait pour brasser de la bière. Alors, les rapports ensuite, donc là on était dans des sociétés de coopération égalitaire, avec un travail, donc un temps de travail, comme on l'a vu, très faible. Alors où est-ce que j'en suis? Voilà.
Et là, on va passer donc aux sociétés transégalitaires, donc, qui ont été étudiées surtout par Alain Testard. Oui, c'est Alain. Oui. L'anthropologue Alain Testard, qui a beaucoup étudié ces sociétés-là, et également Brian Hayden, qui est un anthropologue et archéologue canadien. Donc, dans les sociétés de chasseurs-collecteurs, on a vu qu'elles se caractérisaient par le nomadisme, la sous-exploitation des ressources, un temps libre très important, un temps de travail très faible, et l'absence de stockage et d'accumulation, puisque quand vous déplacez régulièrement, vous ne pouvez pas stocker, par définition. Alors, les choses commencent à changer avec l'apparition des sociétés, donc, ce qu'on appelle transégalitaires. Enfin, c'est Hayden qui utilise ce terme. Et dans ces sociétés, en fait, ce qui va changer, c'est qu'on va commencer à pratiquer le stockage et on va commencer à accumuler des ressources, donc essentiellement des ressources alimentaires. Donc, ces sociétés, vous les connaissez peut-être, puisqu'elles ont été étudiées par notamment Marcel Mauss, dans son essai célèbre Essai sur le don. Hein, l'étude de Mauss, en fait, elle reprend deux autres études. Une étude de Malinowski sur les sociétés mélanésiennes à Bigman et une autre étude de Franz Boas sur les Indiens de la côte nord-ouest américaine. Donc ces sociétés, en fait, c'était des sociétés sédentaires ou semi-sédentaires et qui pratiquaient l'accumulation des ressources, puisque dès que vous êtes sédentaire, vous pouvez accumuler par définition les ressources. Donc on voit que les rapports hiérarchiques, la place du travail va changer dans ces sociétés. Alors en fait, contrairement à l'interprétation dominante qu'on trouve souvent, c'est que c'était des sociétés du don, mais en fait, quand on lit, enfin moi j'ai lu avec attention le texte de l'étude de Mauss, en fait, ce sont plutôt des sociétés de la dette. Parce que quand on lit le texte, un don, en fait, doit être rendu. Et il doit être rendu avec usure. Donc c'est la mécanique de la dette. Donc le prestige, la condition de Bigman. Donc le Bigman, c'est un peu le leader dans les sociétés mélanésiennes. Hein, c'est un leader qui jouit surtout de prestige, en fait, qui a un pouvoir assez limité, mais qui bénéficie du prestige. Eh bien, dans ces sociétés, la condition de Bigman, elle peut lui être retirée à tout moment par la communauté. Sa condition, elle est liée à sa prodigalité, c'est-à-dire sa capacité à distribuer ses richesses. Donc, ils le font, par exemple, dans des fêtes, etc., où les richesses sont distribuées. Or, avant d'être dilapidées au profit des membres de la tribu, eh bien, les richesses, auparavant, elles doivent avoir été accumulées. Donc, comment y parviennent les Bigman? Eh bien, ils y parviennent par un travail acharné. Alors, acharné, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ils ont une productivité supérieure à celle des autres membres de la communauté. Donc, pour eux, le travail devient quelque chose qui va leur permettre d'accumuler donc des ressources et ensuite du prestige. Vous voyez que ce n'est pas le même rapport qui se dégage. Voilà, donc il y parvient, le Bigman, par un travail productif, mais aussi par la mise au travail des autres membres de sa maisonnée. Alors les membres de sa maisonnée, c'est quoi? Ce sont ses dépendants, donc les personnes qui sont endettées par rapport à lui, mais aussi ses épouses. Donc à un premier niveau, la qualité du Bigman dépend étroitement du nombre d'épouses, puisque c'est des sociétés qui sont majoritairement monogames, mais où les chefs sont polygames. Donc ça dépend du nombre d'épouses et l'exploitation du travail, ainsi que du travail de leur parenté. Donc voici le commentaire de Pierre Clastre, l'anthropologue français, qu'il fait dans la préface de l'ouvrage de Salins. Il est bien évident que pour être prodigue en biens, le chef doit d'abord les détenir. Comment va-t-il se les procurer? Pour remplir son obligation de générosité, le Bigman devra produire tout seul les biens dont il a besoin. Il ne peut pas compter sur les autres. Seuls lui fourniront aide et assistance ceux qui, pour diverses raisons, estiment utile de travailler pour lui, les gens de sa parenté qui entretiennent dès lors avec lui une relation de clientèle. La contradiction entre la solitude du chef et la nécessité d'être généreux se résout également par le biais de la polygynie. Si dans un grand nombre de sociétés primitives, la règle monogamique prévaut largement, la pluralité des épouses est en revanche presque toujours un privilège des hommes importants, c'est-à-dire des leaders. Donc voilà, vous voyez que les rapports commencent à changer, notamment dans la mode de production domestique.
Alors, chez les Indiens de la côte nord-ouest, qui sont des sociétés transégalitaires, où on a déjà une hiérarchie plus affirmée qui se met en place, eh bien, l'impossibilité de rendre un don peut conduire à l'esclavage, puisqu'on a déjà des leaders qui dépendent donc de l'accumulation des ressources et qui dépendent, dans leur statut, dépendent de cette accumulation des ressources. Et on a aussi une société qui pratique l'esclavage. Voilà, donc ce système d'endettement dans ces sociétés transégalitaires, il est rendu possible par la sédentarisation ou la semi-sédentarisation et par la saisonnalité des ressources, c'est-à-dire qu'on va accumuler les ressources qui sont saisonnières. C'est pour ça que chez les Indiens, par exemple, d'Amérique du Sud, dans toute la zone qui correspond à l'Amazonie, on n'a pas ou peu d'accumulation des ressources, puisqu'on a des ressources qui sont présentes toute l'année. Alors que chez les Indiens de la côte nord-ouest, c'était surtout du saumon, par exemple, qui était accumulé, qui était stocké, et ça correspond à une saisonnalité. Voilà. Alors politiquement, ces sociétés sont encore largement égalitaires, puisque les leaders ou les bigman ont un pouvoir qui est surtout lié au prestige, mais on a déjà une hiérarchie économique qui se met en place. Et on a surtout une apparition de la monnaie dette, puisque les biens de prestige vont être dépensés ou dilapidés. Donc, chez les Indiens de la côte nord-ouest et dans les Potlatch, et ces biens vont permettre d'acquérir des titres, notamment des titres de prestige. Alors voici ce qu'en dit Franz Boas. Il faut bien comprendre qu'un Indien qui invite tous ses amis et voisins à un grand potlatch, qui en apparence gaspille tous les résultats accumulés de longues journées de travail, a deux choses en vue que nous ne pouvons reconnaître que sages et dignes de louange. Son premier objet est de payer ses dettes. Ceci est fait publiquement avec beaucoup de cérémonies et en manière d'acte notarié. Son second objet est de placer les fruits de son travail de telle sorte qu'il en tire le plus grand profit pour lui aussi bien que pour ses enfants. Voilà. Donc les biens de prestige qui sont échangés au cours de ces cérémonies, eh bien, ils adoptent les caractéristiques d'une monnaie. C'est-à-dire que c'est une réserve de valeur qui est susceptible d'être thésaurisée. C'est un étalon de mesure qui sert à établir les hiérarchies sociales, et c'est aussi un moyen de paiement qui permet d'acheter des charges et des titres dans la chefferie indienne. Ou plus généralement, le bien le plus précieux dans les sociétés primitives, les femmes. Puisque dans ces sociétés, on va pratiquer ce qu'on appelle le prix de la fiancée, c'est-à-dire qu'il va falloir payer pour pouvoir prendre épouse. Voilà, donc l'accès aux femmes, ça va devenir un enjeu important et ça va devenir une mécanique d'endettement dans ces sociétés. Voilà, c'est Estar qui émet notamment l'hypothèse du passage à un système de paiement en nature de la fiancée qui va consister dès lors en service ou temps de travail préalablement accumulé. Donc cette forme de prestation matrimoniale n'est possible que dans les sociétés disposant des technologies de stockage et ayant intérêt à le pratiquer. Voilà. Hayden insiste sur la transformation des surplus en biens de prestige. Donc les biens de prestige, c'est des biens qui vont servir notamment à acquérir des femmes ou à payer des dettes de sang, par exemple, et qui vont entrer en jeu dans la compétition sociale des aristocraties dans la chefferie indienne. Alors, donc on voit qu'on a les traits préadaptatifs dans les sociétés transégalitaires. On a l'apparition de l'endettement, de l'accumulation, de la monnaie dette, des inégalités. On a les traits préadaptatifs pour passer à des sociétés hiérarchiques. Alors, le passage à des sociétés de type inégalitaire s'est produit sous l'impulsion de leaders aux traits de personnalité particuliers qui ont été qualifiés par l'anthropologue donc Brian Hayden de personnalité triple A. J'y reviendrai après. Donc, ce sont des personnes avides, agressifs et ambitieux. Donc, c'est leur caractéristique. Donc, ces derniers vont renverser la structure sociale et mettre le groupe à leur service. Ils vont imposer une hiérarchie coercitive. Pour ce faire, ils vont utiliser la mécanique de l'endettement, qu'on a vu qui s'est mis en place dans les sociétés transégalitaires, notamment afin d'élargir le cercle de leurs dépendants
voire de leurs esclaves, qui vont ainsi être mis à leur service. C'est pour ça que dans les premières royautés, dans les premières structures étatiques, donc ce qu'on appelle la civilisation, notamment en Mésopotamie, eh bien l'esclavage est largement pratiqué. C'est même la base du pouvoir du despote. Voilà, on trouve aussi un appareil bureaucratique composé d'esclaves dans les royaumes africains précoloniaux, par exemple. Voilà, donc dans ces premières civilisations, eh bien, le système de la dette va être mis en œuvre par les premiers despotes pour assujettir une partie importante de la population, puisque les gens vont s'endetter, notamment par le biais des taxes sur le mariage, taxes sur les funérailles, et par le biais des impôts. Et la dette va même va faire tomber les gens en esclavage dans la plupart de ces sociétés. Voilà, l'asservissement pour dette, par exemple, elle est attestée par le Code d'Hammurabi. Donc, Code d'Hammurabi, donc c'est estimé entre moins 1792 et moins 1750. Donc c'est un des premiers textes de loi qui a été retrouvé, donc c'était en Mésopotamie. Et dans le Code d'Hammurabi, on a toute une section sur les droits de propriété au niveau de l'esclavage. Et on a également, Hammurabi, il avait pris une mesure pour annuler les dettes, puisque justement il y avait trop de petits paysans qui étaient tombés en esclavage à cause des taxes trop importantes. Alors comment est-ce qu'on va fabriquer du coup le consentement dans une société qui devient violente et inégalitaire? Une question auquel on va répondre? Ah, vous pouvez. Comment est-ce qu'on fabrique... Comme Ranran tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fabrique le consentement dans une société qui devient inégalitaire et oppressive? On met en place des chaînes de commandement. Comment? On met en place des chaînes de commandement. Oui. Et la guerre. Par la guerre. Alors oui, en Mésopotamie, la plupart des cités-États étaient en état de guerre plus ou moins perpétuel. Alors ça, c'est le consentement, on va dire, négatif, par la contrainte. Hein. Il y a une autre forme de consentement, c'est le consentement positif. Comment est-ce que les gens peuvent adhérer à un système? Des fables type de la méritocratie, ce genre de choses? Oui. Alors avant, c'était la religion. La religion, c'était un système de croyance qui va vous expliquer que c'est votre condition, qu'elle est naturelle, que tout ça est voulu par Dieu, etc. Donc c'est pour ça que, par exemple, en Mésopotamie, là, on a vu le développement de dieux rois au niveau des cités-États. C'était à la fois le roi de la cité et ils étaient à la fois le dieu. Voilà. Donc le souverain mésopotamien, par exemple, il gouverne en tant qu'exécutant des volontés divines. D'accord. En plus des fonctions guerrières, il va assumer des rites de fertilité et de fécondité de l'économie agricole. Il va rendre la justice, il ordonne les grands travaux, etc. Le roi édifie, entretient le palais, mais aussi les temples. Donc les rapports sociaux qui étaient auparavant basés donc, sur la coopération volontaire et l'altruisme réciproque, eh bien, ils vont changer, ils vont devenir largement contraints. Et la circulation des richesses va s'effectuer non plus de manière circulaire à l'intérieur du groupe, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire que les impôts et les taxes vont extraire la valeur, notamment essentiellement de la paysannerie, et vont la ramener vers le temple, vers le roi, et puis vers sa petite aristocratie guerrière et administrative. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va quitter à ce moment-là le régime de coopération volontaire et d'altruisme réciproque, et on va rentrer dans le régime de coopération forcée qui va durer un certain temps. Alors, c'est aussi à cette époque que se met en place la spécialisation du travail. C'est-à-dire que c'est sous l'impulsion des premiers despotes
eh bien, qu'on va avoir une classe d'artisans spécialisés qui va être justement au service du palais, au service du souverain, qui va avoir des artisans spécialisés pour notamment lui fabriquer des biens de prestige, des temples, etc. Donc c'est le début de la spécialisation du travail. Alors on en a un exemple plus récent, hein, sous la monarchie absolue, par exemple en France, où les rois de France, notamment Louis XIV par exemple, vont créer toute une série de manufactures royales, hein, qui vont être au service essentiellement de la royauté. Par exemple, la manufacture royale des glaces et miroirs, créée en 1665 par Colbert, et qui était destinée à équiper la galerie des glaces de Versailles. Mais il y aura toute une série d'autres manufactures royales qui vont être développées, et qui vont être développées pour produire des biens de prestige au service de la royauté. Donc il s'agit de viser l'excellence pour concurrencer et rivaliser dans le luxe et l'ostentation. Ce qui nous amène à la classe de loisirs. Donc la classe de loisirs, effectivement, c'est ni vous ni moi, hein, ce sera essentiellement l'aristocratie, et d'abord l'aristocratie grecque ou romaine. Alors, on peut citer Thorstein Veblen, qui a écrit un ouvrage justement Théorie de la classe de loisirs. Et donc selon Veblen, la classe loisive est une institution dont on observe le plein épanouissement dans toutes les périodes de la civilisation barbare, par exemple dans l'âge féodal, dans l'ensemble de la classe de loisirs, entre les classes nobles et sacerdotales, avec une bonne partie de leur suite. Voilà, donc cet état de fait décrit par Veblen, il va perdurer une grande partie du Moyen-Âge, en fait, jusqu'à la réforme protestante, et puis l'entrée ensuite dans la révolution industrielle. Donc, cette classe de loisirs, elle correspond aussi à l'aristocratie grecque et romaine, qui va développer une idéologie où le travail, eh bien, est quelque chose de méprisable. Donc, l'idéal de vie noble pour les Grecs et les Romains, c'est l'otium, c'est le loisir noble, c'est-à-dire le loisir consacré à la gestion des affaires publiques, à la gestion de la cité, ou alors aux réflexions et à la vie spirituelle. Voilà, on en trouve des explications idéologiques, par exemple chez Platon ou Aristote. Donc leur modèle démocratique, c'est celui d'une aristocratie élective, d'un gouvernement des grands propriétaires terriens et de l'aristocratie foncière. Donc cette classe méprise profondément le travail. Platon, dans la République, divise la cité en 3 classes. On a déjà une société de classes, donc, qui sont censées correspondre aux différentes parties de l'âme. Donc pour Platon, la raison, qui c'est la première des vertus, elle est l'apanage de la classe dirigeante, hein, donc l'aristocratie. Et c'est ce qui lui permet de s'élever au-dessus des passions et de pouvoir diriger en vertu du bien commun, de l'intérêt général. A l'inverse, les appétits sensuels, qui renvoient à la satisfaction des besoins vitaux et primaires, eh bien, c'est l'apanage de la classe la plus vile. Et la classe la plus vile, c'est la classe des travailleurs. Hein, ce pourquoi ils doivent être exclus du gouvernement de la cité. Voilà. Donc ce travail de légitimation, c'est un travail de légitimation par la théorie politique, eh bien elle va se continuer après, par exemple, chez Aristote. Donc chez Aristote, c'est à peu près la même chose. Hein, selon lui, doivent être exclues de la citoyenneté les masses travailleuses, parce qu'elles sont accaparées par leur besogne, elles sont préoccupées avant tout par leur survie quotidienne, et par conséquent, elles sont incompétentes à l'exercice des charges publiques ou à la participation au débat, parce qu'elles sont gouvernées par leurs désirs. Voilà, un extrait des Politiques, par exemple. Il est manifeste d'après cela que dans la cité qui est gouvernée au mieux et qui possède des hommes justes absolument, et non dans le cadre d'une constitution déterminée, les citoyens ne doivent mener la vie ni d'un artisan ni d'un marchand, car une telle vie est vile et contraire à la vertu. Et ceux qui sont destinés à devenir citoyens ne seront pas non plus paysans, car il faut du loisir, tant pour développer la vertu que pour les activités politiques. Voilà, donc on trouve une espèce de naturalisation des inégalités chez Platon et Aristote et la constitution d'une société de classe dans laquelle, eh bien, seule évidemment l'aristocratie qui vit de ses rentes, hein, du travail des autres, eh bien, est amenée à gouverner et est capable de gouverner. Voilà.
Donc, comme le dit Aristote, quand on est inférieur à ses semblables, comme le corps l'est à l'âme, la brute à l'homme, et c'est la condition de tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. Voilà une justification de l'esclavage, donc par Aristote, parce que c'est quelque chose de tout simplement naturel. Voilà, donc ça, ce sont les premières théories politiques, et on voit qu'elles s'appliquent à légitimer les inégalités, l'esclavage et une société de classe. Alors, aujourd'hui, on a toujours cette idéologie, mais alors elle est plus nuancée, mais elle perdure toujours, elle est basée sur le racisme de classe. On pourrait reprendre l'exemple de Gérard Larcher, par exemple. Donc, elle conçoit la démocratie comme le gouvernement des bien-nés. Et c'est ce qui fait référence parmi nos élites. C'est ce qui structure leur vision de la démocratie. Par exemple, rappelons-nous les titres des médias, des partis de gouvernement. Moi, ça m'avait marqué à l'époque du Brexit, quand nos amis anglais ont choisi de quitter l'Union européenne. Je ne sais pas si vous aviez suivi les titres des journaux à l'époque. C'était un racisme de classe le plus crasse. Les Brexiteurs étaient tous des dégénérés, des pauvres, des racistes, des vieux, et il fallait revoter, parce que le peuple est trop dégénéré pour donner son avis, en fait. Donc c'est au nom de ce racisme de classe qu'on entend régulièrement des appels à éviter de donner le pouvoir au peuple, qu'il ne faut plus faire de référendum, par exemple, ça c'est interdit. Il ne faut plus faire de référendum parce que le peuple est trop con, en fait, tout simplement. Voilà, donc cet état de fait va perdurer au cours du Moyen-Âge, où on a une aristocratie guerrière qui vide ses rentes, et un peuple, alors on va sortir de l'esclavage, on va passer à des formes de semi-esclavage, de féodal. Et puis les choses vont radicalement changer avec la réforme protestante. La réforme protestante qui va changer le rapport au travail. Donc on a vu qu'au niveau de la classe de loisirs, le travail était réservé donc à la paysannerie et que l'idéal c'était de jouir de ses rentes. Alors ça va changer avec la réforme protestante, notamment avec la parabole des talents qu'on verra juste après. Alors juste avant, donc, il faut comprendre comment arrive cette réforme protestante, ces nouvelles valeurs. En fait, selon Todd, Emmanuel Todd, elles correspondent à la naissance d'une petite bourgeoisie et la circulation de la monnaie qui va se mettre à circuler notamment dans les campagnes au XIIIe, XIVe siècle. Et à toute une classe de petits bourgeois, donc artisans ou alors des riches propriétaires terriens, des paysans qui sont parvenus à racheter leur franchise et à s'enrichir, et bien pour qui la circulation de la monnaie va leur permettre d'entrer dans un processus d'accumulation et d'enrichissement. Et à ce moment-là, il va leur falloir une nouvelle, ces gens-là vont devoir adhérer à une nouvelle éthique du travail, une éthique plus positive. C'est-à-dire que le travail, pour eux, eh bien, le travail leur permet de s'enrichir, d'accumuler des biens et de se hisser au-dessus de leurs conditions. Donc, on va voir rapidement la parabole des talents qui va donner un petit peu naissance, qui va être la base, le cœur du protestantisme. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est dans Matthieu 25, 14, 30. D'accord ? Donc, c'est le maître qui part en voyage et qui va donner une certaine somme à ses serviteurs. Donc, il donne 5 talents à l'un. Alors, vous ne pouvez pas lire, c'est très petit. Il n'y a que ceux qui n'ai pas trouvé comment agrandir. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Donc, le talent, c'était une unité monétaire. Donc c'était une grosse somme d'argent, c'était plus d'une année de salaire. Et il donne 1 talent au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Donc celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. Alors les fit valoir, c'est-à-dire qu'il les place auprès d'un usurier. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents.
voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit la même chose. Et par contre, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche et il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Voilà, donc là c'est le cœur du protestantisme, enfin pour moi, dans cette fameuse parabole des talents, alors, qui après a été interprétée d'une manière différente, quand vous allez sur les sites alors, sur le site d'une église protestante, on vous explique qu'en fait c'est une parabole, effectivement, et que le talent, donc, c'était pas de l'argent, c'est le don qu'on a reçu de Dieu, qu'on doit faire fructifier. On a reçu un don, un talent dans le sens donc d'être doué dans quelque chose, et qu'il faut le faire fructifier pour la gloire du Seigneur, etc. Donc ça, c'est une interprétation moderne qu'on retrouve beaucoup. Alors moi je pense que c'est pas la bonne. On en a une autre intéressante ici sur un site qui s'appelle Sagesse et Finances. Voilà. Et à mon avis celle-là est meilleure, elle est plus proche du texte. 4 enseignements tirés de la parabole des talents. Être de bons intendants. D'accord ? Dieu a propriété en tout ce qui existe, etc. Si Dieu lui confie des ressources à l'individu, c'est d'abord pour que ce dernier lui rende gloire et non pour qu'il satisfasse ses désirs et aspirations personnel. Dans cette parabole, le maître veut que ses serviteurs lui rapportent des intérêts. Ouais, c'est tout là, tout part de là. Voilà. Ne pas se comparer aux autres, prendre des risques et travailler dur. Voilà, on a un petit peu l'esprit déjà du protestantisme, tel que l'a analysé Weber, qui transparaît de cette parabole des talents et de cette interprétation qui est plus proche du texte. Donc, à partir de là, eh bien, va s'enclencher eh bien, le capitalisme, en fait. Avec cette obsession de la rentabilité, qu'il faut faire fructifier le capital, qu'il faut être rentable et qu'il faut accumuler. Alors, dans l'esprit protestant, c'était toujours lié à la religion et au fait de rendre gloire à Dieu, etc. Alors aujourd'hui, l'aspect moral s'est perdu, mais perdure cette injonction à la rentabilité et à faire fructifier le capital, notamment le capital financier. Donc le statut du travail, évidemment, va radicalement changer, puisque le travail va devenir donc un moyen de s'enrichir, on l'a vu, mais avec la naissance du salariat, eh bien, le travail va devenir un facteur de production, c'est-à-dire un coût dans le processus d'accumulation capitalistique. Donc il va ainsi être logiquement glorifié, il va devenir la valeur centrale de la bourgeoisie et des classes dominantes qui vont imposer donc leur idéologie à l'ensemble de la société. Puisque pour que le bourgeois s'enrichisse, il faut que le travailleur travaille. Donc là j'en viens à John Locke que vous avez vu ce matin, c'est exactement la même citation, donc je ne sais pas si je vais vous la redire, qui va justifier la propriété donc par le travail. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a laissé et il joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Donc le travail crée la propriété, ce qui va justifier, vous l'avez vu ce matin, le colonialisme en Amérique du Nord, mais aussi en Irlande, par exemple, puisque la colonisation d'Irlande va être justifiée
notamment par le fait que les techniques agricoles locales étaient rudimentaires et que la terre était sous-exploitée, hein, qu'un bon régisseur anglais était capable de doubler les rendements, et donc que ça justifiait la colonisation de l'Irlande. On voit que donc la notion de productivité déjà s'impose et elle va devenir consubstantielle à l'idéologie du travail. Un travail doit être productif, sinon ça n'a aucun intérêt. Seul le travail productif, donc permettant de faire fructifier le capital, est considéré comme tel. Voilà, en France, à la même époque, vous avez un certain nombre de moralistes, de philosophes, voire de poètes comme La Fontaine, qui vont commencer à glorifier le travail. Voltaire déclare par exemple « Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens ». Diderot donc surenchérit « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Voilà. Alors cependant, il y a un paradoxe, c'est que pour la bourgeoisie et les classes possédantes, eh bien, le travail constitue effectivement un moyen d'accumulation et d'enrichissement personnel, mais pour l'ouvrier ou le salarié, il va constituer une aliénation. C'est-à-dire que c'est le travail des autres qui permet de travailler comme Gérard Larcher, par exemple. Donc, la morale bourgeoise va s'axer sur le travail, elle va être secondée par la morale religieuse, puisque le catholicisme, alors ça c'est Ellul qui l'a analysé dans son petit texte, l'idéologie du travail, eh bien l'Église va se mettre à jour en quelque sorte. Comme le dit Ellul, l'Église se met résolument à l'école de Voltaire. Et certes, on commence à utiliser comme preuve de l'excellence du travail le fait que Jésus était un travailleur, qui plus est un travailleur manuel. Bien entendu, les évangiles n'en disent rien du tout. Voilà, donc le travail va donc devenir là une valeur centrale. Et on retrouve donc dans l'adaptation du discours théologique de l'Église à la nouvelle morale bourgeoise, eh bien, le rôle qu'on a vu tout à l'heure de l'ordre religieux comme principe de légitimation des inégalités sociales et de fabrique du consentement, puisque le consentement, ça se fabrique. Et ça se fabrique donc soit avec la religion, soit avec l'idéologie. On peut considérer que les deux, idéologie et religion, sont la même chose. Moi, j'ai tendance à le penser. Alors, hop, voilà. Donc on en arrive à la révolution industrielle et à l'embrigadement des masses, hein, à la massification du salariat. Donc en fait, le début du salariat, au niveau notamment de la révolution industrielle, elle va se heurter eh bien, à notre nature humaine et à notre rythme paléolithique de travail, notre rythme naturel de travail, qui est un travail assez faible, et puis une journée de travail et une journée de repos. Alors ça va poser énormément de problèmes, notamment en Angleterre, où là on a un auteur, Edward P. Thompson, qui a écrit un article « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel ». Donc dans cet article, il a relaté tous les efforts faits par les patrons, notamment de fabriques, mais aussi par les religieux, pour essayer d'embrigader le peuple et pour essayer de discipliner les ouvriers. Donc ça a été assez compliqué. Alors Thompson cite beaucoup de textes, de règlements de fabrique qui permettent de se rendre compte du fossé en fait, qui sépare les habitudes de travail du peuple des nouvelles exigences en fait, du capitalisme industriel. Donc il cite par exemple un certain John Houghton qui s'offusque dès 1680. Donc il s'offusque. On a remarqué que lorsque les tricoteurs et les fabricants de bas de soie tiraient bon prix de leur travail, ils travaillaient rarement le lundi ou le mardi et passaient le plus clair de leur temps à la taverne ou au jeu de quilles. Les tisserands, qui sont bien souvent ivres le lundi, ont mal aux cheveux le mardi, et le mercredi, leurs outils ne sont pas en état. Quant aux cordonniers, ils préféraient être pendus que manquer la Saint-Crépin le lundi. Donc avec le peuple anglais notamment, mais c'était pareil en France et probablement ailleurs, a de grosses difficultés à s'adapter au rythme industriel du travail. Donc en fait, selon Thompson, très peu de corporations manquaient d'observer par exemple la Saint-Lundi. À Londres, le lundi était généralement chômé.
Durant les guerres napoléoniennes, on a un témoin qui déplore que la Saint-Lundi soit si religieusement observée dans cette grande ville de Londres et généralement suivie de la Saint-Mardi. Alors, outre l'observance de cette fameuse Saint-Lundi, l'irrégularité du rythme de travail des ouvriers pose problème dans les fabriques. Ceux-ci s'absentent fréquemment et ne semblent pas enclins à suivre un rythme de travail constant et régulier, comme le montre un autre témoignage. Pendant près de 6 ans de ma vie professionnelle, alors que j'avais entre 12 et 18 heures de travail par jour, quand je ne pouvais plus, pour les raisons que j'ai dites, continuer à travailler, je fuyais mon ouvrage et filais aussi vite que je le pouvais. C'est ce que font tous les travailleurs que j'ai rencontrés. Et plus la situation d'un homme est désespérée, plus ces escapades se font fréquentes et longues. Voilà, donc les ouvriers ont tendance à fuir, ce qui se comprend, à fuir l'usine, la fabrique, pour aller tout simplement se changer les idées. Travailler dans les champs. Travailler dans les champs comme dans la région comme ici. Oui. Alors, quelle solution a trouvé le patronat pour arriver à discipliner les ouvriers? Alors, on a essayé de les maintenir de force. Déjà, on a introduit les machines. Donc la machine, en fait, ça permet de maintenir l'ouvrier à son poste, puisque sans lui, la machine va s'arrêter de fonctionner. C'est ce que rapporte un prédicateur méthodiste, par exemple, qui dit « J'ai remarqué que les machines favorisent la planification. Cette qualité manquait tragiquement aux ouvriers des poteries. Ils vivaient comme des enfants, sans jamais calculer à l'avance leur travail ou ses résultats. Les grandes sociétés coopératives n'auraient jamais atteint un développement si impressionnant et si fructueux sans l'organisation attachée à l'usage des machines. » Donc c'est la machine qui permet de maintenir l'ouvrier à son poste. Alors, la deuxième trouvaille, entre guillemets, alors outre les contremaîtres, le pointage, etc., la deuxième grande trouvaille, ça va être de donner des salaires misérables. Puisqu'un salaire misérable, eh bien, ça force l'ouvrier à rester à son poste pour pouvoir tout simplement s'acheter à manger et subvenir à ses besoins. Voilà, on a aussi une contrainte très importante, notamment au niveau des contremaîtres qui sont chargés de vérifier les heures d'entrée et de sortie, de vérifier que l'ouvrier est bien à son poste. On a par exemple cet extrait du règlement intérieur des fonderies Crowley en Angleterre. Ayant été informé que des employés ont été assez malhonnêtes pour régler l'heure de la cloche de sortie sur l'horloge qui avançait le plus et l'heure de la cloche d'entrée sur l'horloge qui retardait le plus, j'ordonne par la présente que personne, sous aucun prétexte, ne tienne compte d'aucune horloge, cloche, montre ou cadran, autre que l'horloge du contremaître. Voilà. Donc la mise au travail des masses, elle s'est faite essentiellement, vous voyez, par la contrainte. Le rythme industriel de travail, il a été acquis, entre guillemets, grâce à la contrainte, à des salaires misérables, à l'introduction des machines, et puis à des contremaîtres pour surveiller précisément le temps de travail des ouvriers. Alors, il y a une autre invention qui a permis également de discipliner le peuple, eh bien, c'est l'école. Et on a par exemple le révérend Clayton, qui à la fin du XVIIIe siècle signale que dans les filatures où les écoles ont été installées, eh bien, il note un changement extraordinaire, que les ouvriers sont devenus plus dociles et plus obéissants, puisque l'école vous oblige à rester assis, par exemple, dans une pièce 6, 7, 8 heures par jour, et donc ça vous habitue à un rythme industriel de travail, où il faudra rester à votre poste de travail. Voilà, donc les premières écoles étaient soumises à une discipline militaire qui s'accordait parfaitement avec leur but, c'était discipliner et former le peuple au temps et à la logique industrielle. Voilà, donc c'est dans ce contexte que va s'institutionnaliser le salariat, puisqu'au départ, beaucoup d'ouvriers étaient payés notamment à la pièce ou à la tâche, et dès qu'ils avaient dès qu'ils avaient gagné suffisamment pour pouvoir finir leur semaine, ils avaient tendance à déserter les usines. Donc le salariat en fait a permis aussi de fixer les ouvriers à leur poste. Et aussi la mise à disposition de logements, de jardins, etc. Oui, alors après, oui, ça c'est... Parce qu'avant, ils changeaient souvent de lieu, de résidence. Quand les patrons fournissent des logements, ils ont fixé les ouvriers à ce moment-là. D'accord. On est HBM ou des choses comme ça. Alors,
Donc le salariat, en France, il s'est imposé contre les corporations. Ça, c'est marrant à voir. C'est qu'à la veille de la Révolution française, en fait, les élites libérales, elles ont déjà acquis une grande influence et elles considèrent que le développement du salariat, c'est une nécessité pour la vitalité de l'industrie. Il s'agit, selon la pensée d'Adam Smith, de libérer le travail et le commerce. Et donc, pour ce faire, il fallait supprimer les corporations. Alors, les corporations, elles étaient jusque-là les seules habilitées, elles réglementaient l'exercice des métiers, en fait. C'était des super syndicats, c'était ce dont rêveraient nos syndicats aujourd'hui. Elles réglementaient tout l'exercice des métiers, et elles ont été considérées à la fin du XVIIIe comme des organisations nuisibles, qui avaient trop de privilèges. Alors, il y avait certainement une part de vérité. Alors, on trouve la citation suivante, par exemple. Leur privilège sert soit pour interdire aux consommateurs la liberté de choisir et de profiter du bon marché qu'elles représentent, soit pour emprisonner et faire périr de faim tout ouvrier qui n'est pas de leur agrégation. Voilà, donc déjà on parle de la liberté du consommateur et de la liberté du marché. Et donc on a déjà une loi prise en 1776 par Turgot qui va officiellement abolir les corporations. Ensuite, cette loi sera abrogée et puis les corporations vont être définitivement supprimées par l'Assemblée constituante en 1791. Donc c'est déjà, en fait, c'est la première dérégulation massive du marché du travail. Bonjour. Donc dérégulation massive afin que le travail puisse être librement échangé sur un marché. D'accord ? Donc dans la mythologie libérale, on verra que la main invisible remplacera avantageusement les réglementations corporatistes qui brimaient la liberté de choix du consommateur, par exemple. Et donc, la main invisible du marché permet aussi la rencontre de l'offre et de la demande, et donc la fin du sous-emploi et de la misère. Enfin, ça, c'était les arguments avancés. Voilà, donc le salariat va rapidement s'imposer comme la forme dominante d'activité. Alors, c'est intéressant de lire quelles étaient les conditions, les premières conditions des premiers salariés. Donc, ils étaient surtout embauchés dans les fabriques royales au départ ou dans les ateliers de charité. Et en fait, c'était des conditions de travail qui étaient concentrationnaires. C'est rapporté par Robert Castel, par exemple, dans La montée des incertitudes. Alors, en fait, les premiers salariés dans les premières fabriques et dans les fabriques royales, notamment, c'était des gens qui étaient recrutés de force, souvent parmi les vagabonds, les mendiants, les exclus et les déshérités. Donc le travail devient plus inhumain, plus morcelé, découpé en une série de tâches qui ne permettent plus à l'ouvrier d'avoir une maîtrise globale de son activité. Dès lors, son activité n'est plus évaluée en fonction de ses compétences ou de ses qualités, puisque les ouvriers doivent être, dans la mesure du possible, remplaçables et interchangeables. Donc son activité ne lui permet plus de se réaliser, comme l'affirmait la mythologie, notamment catholique, qu'on se réalise par le travail, etc. Donc cette activité, ces compétences morcelées, ne lui permettent plus de se réaliser effectivement par le travail, mais en fait, il devient juste une fonction de temps de travail utile au processus de production. Donc on arrive à la coopération contractuelle. On a vu que notre premier régime de coopération, c'était la coopération volontaire basée sur l'altruisme réciproque. Ensuite, il y a la coopération forcée avec la naissance de la hiérarchie avec le néolithique. Et puis ensuite, la coopération contractuelle. Donc la coopération contractuelle, elle va se matérialiser par le contrat de travail qui va régler les modalités de l'échange entre le salarié et son employeur. Donc c'est ce régime de coopération contractuelle qui va instaurer la société capitalisme en remplacement de la coopération forcée. Donc elle repose, on l'a vu, sur la négociation d'un contrat établissant les rapports et les modalités de la coopération entre les deux individus. Donc dans le cadre du libre marché, la négociation contractuelle présuppose l'égalité juridique entre l'employeur et le salarié, ainsi que la libre fixation du prix du travail par le jeu de l'offre et de la demande. Alors dans les faits, cependant, comme tout le monde le sait maintenant,
les rapports entre l'offre et la demande sont rarement équilibrés et ils penchent généralement en faveur de l'employeur, donc sauf secteur, voilà, sauf secteur en pénurie et exception. On a quand même un déséquilibre structurel du marché, surtout en France, qu'il soit aussi structurel ou créé artificiellement par l'immigration, les délocalisations, et qui vient donc contrebalancer l'égalité juridique à l'avantage du patronat. Donc en fait, les capacités de négociation contractuelle des classes dominées, elles sont nulles. Et dans les... Surtout en période où il n'y a pas de pénal. Voilà. Et dans les faits, ces capacités sont réduites à un acte de délégation de souveraineté pour le temps et suivant les modalités du contrat. Donc en plus de déléguer sa souveraineté politique par le fétichisme de la représentation, le salarié délègue sa souveraineté économique par la magie du contrat. Alors, on en arrive à l'organisation scientifique du travail, donc je vais passer rapidement. Donc ça a commencé avec Taylor, donc tout le monde connaît ça, je vais passer rapidement. Donc c'est la morcellisation des tâches, hein, où l'ouvrier devient cette fois-ci complètement interchangeable, n'a plus besoin d'aucune compétence, et il peut être remplacé par des machines. Donc c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'industries. Et donc cette rationalisation de la production, elle s'est opérée également en URSS, hein, où avec notamment le stakhanovisme, où on a eu donc dans ce pays qui était censé libérer les travailleurs, hein, des conditions de travail également totalitaires. Et évidemment, la plus grande contradiction entre l'idéologie du travail, donc on se réalise par le travail, et la réalité, eh bien, vous voyez, c'est le travail rend libre, hein, qui était inscrit sur certains camps de concentration. Donc c'était le summum on atteint le summum du paradoxe et de l'injonction paradoxale. La société de consommation. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'une société de production à une société de consommation? Alors, ça s'est fait essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, et c'est dû au gain de productivité. Donc d'abord, dans l'agriculture, on a une chute. On a une chute donc, de l'emploi agricole avec une hausse de la production, hein. Par exemple, en 1960, l'agriculture représentait 10% du PIB et l'industrie 30%. Les services représentaient 47% du PIB. En 2022, l'agriculture représente 1,8% du PIB, 17% pour l'industrie, 70% pour les services. Donc en fait, on a des gains de productivité qui permettent de continuer à produire en libérant de la main-d'œuvre, ce qui fait que les gens passent d'un secteur à un autre. Donc d'abord, ils ont quitté le secteur agricole pour le secteur industriel, et puis le secteur industriel en France qui s'est effondré pour avoir une société complètement tertiarisée. Donc nous sommes dans une société hyper tertiarisée, où l'emploi de service a remplacé le travail industriel. Donc l'emploi de service, c'est 76% des actifs en France aujourd'hui. Donc la contribution de l'emploi de service, même s'il est mesuré en termes de PIB, il est beaucoup plus compliqué à percevoir pour le salarié. C'est beaucoup plus compliqué de savoir ce que vous produisez réellement. Moi, par exemple, je suis documentaliste. Je suis en CDI dans un collège. Qu'est-ce que je produis? Rien. Et c'est le cas pour de plus en plus de gens. En fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'on produit réellement. Par rapport à un emploi industriel, où là, au bout de la chaîne, vous avez un truc ou un bidule. C'est-à-dire quelque chose de concret. Quelle richesse produit concrètement un vigile, un avocat d'affaires, un cadre qui passe la majorité de son temps en réunion? Donc c'est pour ça que certains, comme David Graeber, parlent d'une prolifération des bullshit jobs, donc des boulots qui servent à rien en fait, qui sont même nuisibles. On peut penser à tous les emplois issus de la judiciarisation de la société. On peut penser à tous les emplois qui traient au secteur du marketing. Hein, le marketing, ça va renchérir les coûts pour le consommateur, par exemple. Donc c'est des emplois qui contribuent à renchérir les coûts pour le consommateur final. Donc du fait de cette désindustrialisation croissante et de l'avènement de la classe moyenne, eh bien, la classe moyenne est devenue le centre gravitationnel et social de la démocratie d'après-guerre. Et elle a supplanté donc le prolétariat, hein,
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conscience de classe. Au niveau de la classe moyenne, c'est très compliqué. Donc la progression du pouvoir d'achat, l'accès à la petite propriété par la consommation de masse vont également faire de la classe moyenne un relais idéologique du capitalisme contre une classe ouvrière en voie d'invisibilisation et de plus en plus ringardisée dans l'imaginaire collectif. Donc la social-démocratie en tant que troisième voie, c'est avant tout celle des classes moyennes qui deviennent le centre de gravité de la société. Or, comme l'avait constaté Marx, la classe moyenne, de par son accès à la propriété, ses possibilités plus grandes de mobilité intergroupe vers la bourgeoisie, elle est conservatrice. Son identité sociale est fragmentée, sa définition est floue, sa position centrale la définit d'abord comme une double opposition au prolétariat et au grand capital, et lui permet par là même d'intégrer des éléments situés aux deux extrémités. Selon Luc Boltanski, l'un des effets de l'invention de la classe moyenne fut ainsi d'absorber une partie de la bourgeoisie et ainsi d'en dénier l'existence, rendant par là même la lutte des classes vide de sens. Alors, personne ne parle plus de la lutte des classes. Alors, il y a plus d'ouvriers quasiment. Les nouveaux prolétaires, on les verra tout à l'heure, ce sont tous les emplois de service, non qualifiés ou peu qualifiés. Donc la figure centrale de la société actuelle, finalement, ça ne peut plus être l'ouvrier qui était le travailleur dans l'imaginaire syndicaliste, notamment l'imaginaire marxiste, mais c'est aujourd'hui le consommateur. Donc du travailleur au consommateur, c'est la fin de l'identité de classe. Donc le consommateur, il s'impose comme une référence normative universelle et l'unité sociale de référence dans l'empire du capital. Il émue le consommateur par sa rationalité et son égoïsme vertueux, fondé sur le respect des réglementations et des normes juridiques, et la souveraineté absolue de ses choix en termes de calcul de ratio coût-bénéfice. Le consommateur est avant tout un individu et n'a pas de revendication politique. Il a avant toute chose une fonction économique, la fonction de formation des prix. C'est la fonction du consommateur. C'est aussi un relais de croissance. Alors, l'avènement du consumérisme avec les classes moyennes et la montée donc, de cet imaginaire du consommateur, c'est généralisé ce qu'on appelle le consumérisme. Alors, le consumérisme, il est lié à ce qu'on appelle l'économie positionnelle. Il est lié au bien positionnel. Alors, c'est l'économiste Fred Hirsch qui définit les biens positionnels comme tous les biens, services, situations professionnelles qui sont soit rares, soit sujets à la congestion du fait de leur utilisation. En fait, par définition, l'économie positionnelle, elle renvoie au style, aux habitus des catégories et des statuts sociaux. En fait, c'est la distinction de Bourdieu. Donc cette économie positionnelle, cette consommation positionnelle, elle fut le domaine réservé pendant longtemps de la classe de loisirs, qui avait une consommation statutaire. On consommait pour affirmer son statut, pour montrer qu'on avait les moyens d'avoir une calèche, d'avoir, je ne sais pas, etc. Et en fait, avec la montée de la société de consommation des classes moyennes, cette consommation statutaire, elle va se généraliser en fait à toute la classe moyenne et puis à la majeure partie de la société. Donc dans cette logique, c'est une consommation qui est ostentatoire. En fait, c'est la rareté relative qui est construite, qui procure la satisfaction. Toute démocratisation dans l'accès aux biens positionnels se traduit par leur dégradation relative et par une diminution de la satisfaction qu'ils procurent. Donc par exemple, si j'achète demain une BMW, je suis le seul dans mon quartier à avoir une BMW, donc je pourrais affirmer mon statut. Ce sera un bien ostentatoire. Si tous mes voisins font la même chose, ma voiture n'aura plus aucun intérêt. Donc c'est la logique de la consommation ostentatoire. Donc, porté par les besoins de distinction sociale et de différenciation qui traversent l'espace hétérogène et mouvant des classes moyennes, ce qui caractérise l'identité sociale attachée à la consommation, ce sont les possibilités quasi infinies de manipulation et de reconfiguration liées aux impératifs de production. On a un besoin anthropologique d'investir une identité sociale, d'appartenir à un groupe. C'est pour ça que, parce que tout simplement, depuis
le Paléolithique, nous vivons en groupe parce que nous avons besoin d'avoir un groupe pour survivre. C'est comme ça que nous avons évolué au cours de notre histoire. Donc nous avons un besoin anthropologique d'appartenir à un groupe et d'avoir une identité de groupe. Eh bien, dans la société de consommation, ce besoin d'identité sociale va revêtir des aspects néo-tribaux régressifs. Ça va déboucher sur un fétichisme de la marque, dont les valeurs, les idéaux vont être configurés en fonction de l'analyse marketing du groupe cible et vont servir de support à l'identité de groupe. En fait, il s'agit d'une identité qui est aliénée, mais qui constitue un moyen d'engagement personnel et de coercition, parce que l'exclusion de la société de consommation renvoie dès lors à l'exclusion de l'identité et du groupe social. Donc c'est ce qu'on appelle le branding ou l'identité de marque. Ça vise à donner à une marque une identité qui tend vers la personnification. La marque devient un modèle qui va véhiculer des valeurs et qui vont nous servir à projeter notre identité de groupe. Donc par exemple, on a Peugeot qui dévoile son nouveau branding, sa nouvelle identité de groupe, qui lance une campagne avec pour sa nouvelle identité de marque. Cette campagne est baptisée Lions of Our Time, avec ce slogan « Peugeot célèbre les lions de notre temps ». Voilà. Donc, ils vont inclure un nouveau narratif. Alors, attendez que je retrouve le passage. Voilà, la nouvelle promesse. Un nouveau territoire universel, investi par Peugeot, avec une promesse de marque. Transformer le temps de chacun en un temps de qualité. Peugeot est légitime pour porter cette promesse par ses 210 ans d'histoire, par son positionnement généraliste haut de gamme, et enfin en tant que marque française garante d'une culture qui prône l'art de vivre et la qualité de vie. Peugeot transforme le temps de chacun en une expérience qualitative, riche, intense, voire exceptionnelle. Voilà. Donc ça, c'est le branding, c'est-à-dire que c'est plus des voitures, là on vous vend un temps exceptionnel, un temps de qualité. Donc c'est la personnification des marques en fait. Avant on pouvait s'identifier à Michael Jordan par exemple, mais maintenant on peut s'identifier à Peugeot. Enfin c'est pas maintenant, ça a commencé avant, mais voilà. C'est le processus. Donc l'identité de marque aujourd'hui, elle déploie un ensemble de valeurs, des symboles, des styles de vie qui répondent à la segmentation du marché. Elle permet de délivrer des messages collectifs à des consommateurs atomisés et de construire des identités mouvantes qui correspondent aux analyses des départements marketing. D'accord ? Donc portées par les besoins de distinction sociale qui traversent l'espace des classes moyennes, ce sont les possibilités infinies de manipulation et de reconfiguration liées aux impératifs de la production. On trouve dans l'identité de marque les identités sociales dégradées du consumérisme, les deux composantes de la fabrication du consentement. On a une mystique d'adhésion positive, on va s'identifier à une image de marque, qui opère à travers donc, la consommation, mais aussi, on a deuxièmement une menace qui est l'exclusion de la société de consommation, ou la simple impossibilité de maintenir le niveau de consommation statutaire de son groupe de référence. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à maintenir le niveau de consommation de mon groupe de référence, si je suis chirurgien-dentiste et que je fréquente des chirurgiens-dentistes, etc., et que je n'arrive pas à partir l'été en vacances en Méditerranée, et si je n'ai pas un gros SUV, etc., je peux me retrouver exclu de mon groupe social. Donc c'est aussi un mécanisme qui agit de manière négative. Voilà, donc le consommateur, il a succédé au travailleur et il est condamné par l'idéologie consumériste à poursuivre une quête identitaire, une affirmation sociale qui sont toujours vaines parce que toujours menacées de déclassement par exemple, l'obsolescence ou la dégradation de la jeune production qui leur sert de support d'expression. Il est tenaillé par la tyrannie de l'instant, l'insatisfaction chronique et le sentiment que son affirmation dans sa position sociale est toujours menacée. Alors, donc c'est une conclusion en forme d'hypothèse. Est-ce que le libéralisme est une forme de psychopathologie? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut poser cette question?
Alors, il y a un auteur qui s'appelle Joël Bakan, qui a écrit un livre qui s'appelle comment? Qui s'appelle Psychopathe et compagnie. La soif pathologique de profit et de pouvoir. Et en fait, il a analysé la morale de la corporation et il l'a mis en relation avec les traits de personnalité du psychopathe ou de la personnalité antisociale, ou alors quelque chose qui est plus courant, notamment dans les magazines, sous l'appellation de pervers narcissique, par exemple. Il a comparé ça avec, je sais pas, Avec la morale de la corporation. La corporation, c'est la grande multinationale. Ah bon? Oui, ça a donné un film. La corporation, d'ailleurs. Donc, pour Joël Bakan, donc cet homme est canadien, c'est un juriste. Donc, la corporation, donc la multinationale, c'est d'abord une institution. Donc, c'est une structure particulière faisant l'objet d'une série d'impératifs déterminant l'action de ses dirigeants. Elle est une institution juridique dont l'existence et le fonctionnement relèvent de la loi. Elle a pour mandat légal de défendre de manière inconditionnelle son intérêt personnel, sans égard aux conséquences souvent désastreuses de ses agissements. Ce mandat en fait, selon moi, une institution psychopathique dotée du pouvoir inquiétant de dominer les êtres humains et les sociétés. Alors, en fait, ce mandat, il vient d'une décision juridique. C'est le principe dit des meilleurs intérêts qui a été avalisé par le droit américain en 1916 lors d'une affaire. Donc c'était l'affaire Dodge contre Ford. Alors à l'époque, c'était les frères Dodge qui voulaient vendre leurs actions Ford pour monter leur propre entreprise. Et à cette époque, en fait, Ford avait annulé les dividendes parce qu'il les avait redistribués sous forme de primes sur les modèles T pour vendre plus de modèles T. Donc les frères Dodge qui comptaient sur leurs dividendes ont attaqué Ford en justice. Et donc il y a un avis qui a été rendu par la justice américaine qui dit que les administrateurs et les gestionnaires ont le devoir légal de placer l'intérêt des actionnaires au-dessus de tous les autres intérêts et n'ont pas l'autorité d'en servir d'autres. Voilà. Donc en fait, c'est l'objet moral de la multinationale, de la corporation, c'est de servir les intérêts de ses actionnaires. Donc on peut voir que ça peut avoir des conséquences extrêmement... Alors, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a du son? Oui, qui sort sur la télé, a priori, mais bon, on n'a pas testé sur celle-là. Voilà, donc ça c'est juste un petit bande-annonce, on n'est pas obligé de la regarder en entier. Un documentaire qui s'appelle Dopesick, je ne sais pas si certains l'ont vu. Non, personne? C'est écrit au-dessous. Voilà. Alors c'est une série documentaire. Alors, vous ne fiez pas ça a été fait par Disney+, mais c'est... Et en fait, c'est une série documentaire qui traite de l'affaire Purdue Pharma. Vous savez, c'est une compagnie pharmaceutique américaine qui a vendu des antidouleurs à base d'opiacés. Ça a duré des années et des années. On estime qu'il y a eu 500 000 morts. Et en fait, c'est un documentaire c'est une série documentaire qui a été faite par rapport à cette affaire-là. Et en fait, Purdue Pharma, comme on le voit dans ce documentaire, enfin dans la série, était parfaitement au courant, en fait, avait fait toute une série de manipulations, donc au niveau des études, et puis au niveau de sa communication auprès des médecins. Donc elle avait recours à toute une série de manipulations pour cacher le caractère addictif, en fait, de ces antidouleurs à base d'opiacés. Donc ça a fait à peu près 500 000 morts aux États-Unis, et les gens sont accros, sont toujours accros. Et donc il y a finalement eu un procès, mais ça a été une lutte extrêmement compliquée. D'ailleurs, Purdue Pharma était conseillé par McKinsey. D'accord. Donc voilà, donc c'était assez Dopesick. C'est l'histoire d'un médecin qui se retrouve malgré lui accro à la drogue qu'il prescrivait à ses patients. Alors on peut regarder, ça vous fera une petite... Ah, je sais pas les sous-titres. C'est pas grave, tu as le son? J'ai le son, je l'ai pas, il sort pas sur la télé. Oui, ça. Si, ça sort sur la Si. télé. Mets-le un peu plus fort. Je sais pas si ça bouge là. Hein. Ouais. Non, il sort sur Il l'ordi. sort. Bon, bah, je sais pas. Attends, ça augmente pas. Je sais pas faire. Bon, bref.
Voilà donc un exemple d'une corporation qui se conduit à la manière d'un psychopathe, c'est-à-dire qu'elle sait que ses produits tuent des gens, mais qu'elle s'est battue jusqu'au bout pour continuer à les vendre en toute connaissance de cause. Alors évidemment, tout le monde connaît l'industrie du tabac, qui a fait exactement la même chose pendant des années et qui d'ailleurs continue à vendre des produits qui tuent ses clients. Donc là, on pourrait dire que c'est vraiment le fonctionnement d'un psychopathe, en fait. Alors en fait, on verra que c'est on va le voir tout de suite, que c'est les traits on a des traits caractéristiques de la psychopathie, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs que la personnalité antisociale. C'est des traits de personnalité qui sont caractéristiques et qu'on peut retrouver dans les agissements de ces grandes corporations. Ou alors les traits du pervers narcissique, par exemple. En fait, si vous voulez, la liste des traits de caractéristiques de la personnalité psychopathe, ils ont été mis en évidence par Cleckley, le psychiatre américain. Donc, la personnalité psychopathe, mais ça marche aussi, c'est quasiment la même chose pour les pervers narcissiques, par exemple. C'est un charme et une attraction superficielle. C'est l'hypocrisie de la personne, c'est très, très important, c'est l'absence de remords ou de honte. C'est-à-dire ce sont des gens qui... on a vu que la honte, par exemple, et la culpabilité, c'était nos émotions morales qui nous avaient permis d'évoluer dans des groupes humains depuis le Paléolithique. Et donc la problématique de ces personnalités psychopathiques ou pervers narcissiques, c'est l'absence justement de remords ou de honte. C'est-à-dire qu'on peut mentir, tricher, tromper son prochain sans éprouver de honte ou de culpabilité. Donc c'est également le comportement, ce qui est souvent antisocial, c'est l'égocentrisme pathologique, c'est l'absence d'identification sociale. On a vu que l'identité de groupe, c'était un des mécanismes qui avait été forgé au cours de notre évolution paléolithique. Et enfin, c'est des réactions affectives pauvres et une faible capacité à aimer. Donc en fait, tout ça, ce sont les caractéristiques de la personnalité psychopathique ou antisociale. Et en fait, ces caractéristiques lui donnent des avantages compétitifs certains dans des groupes humains qui sont justement, qui évoluent, comme aujourd'hui, dans une structure hiérarchique et compétitive. Puisque ce genre de personnes, ou de sociétés, puisqu'on parlait des corporations, eh bien, ont du coup un avantage, puisqu'ils peuvent tromper les autres sans remords, et ils peuvent se lancer dans la compétition et écraser leurs prochains sans remords. Ils ont une absence de culpabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de morale. En fait, ils peuvent utiliser les autres à leur service. Ils n'ont pas de régulation de comportement altruiste. Donc, ce sont des avantages compétitifs qui permettent à ces personnalités de s'élever et d'accéder au pouvoir. Je pense qu'il y a par exemple un grand nombre de personnalités politiques qui sont probablement pervers narcissiques ou psychopathes, qui ont une personnalité antisociale. Il y a un ouvrage de l'historien Chapoutot qui a montré que le premier théoricien du management était issu directement des rangs nazis. Une histoire recyclée juste après la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a un psychiatre anglais qui s'appelle Kevin Dutton, qui mène depuis des années un grand recensement en ligne sous forme d'autotest où les gens peuvent se tester. Et en fait, donc sur ce sujet de la psychopathie, et en fait, dans ces tests, les professions qui comptent le plus grand nombre de psychopathes sont les chefs d'entreprise, les politiques, les avocats, également les personnalités des médias. Et après, les professions que vous en comptez le moins, ça va être plutôt les professions du care, comme les soignants, à l'exception des chirurgiens. Il y a un grand nombre de psychopathes parmi les chirurgiens, parce qu'il ne faut justement pas avoir d'émotion pour pouvoir charcuter quelqu'un sans ressentir la peur, etc. Vous avez les enseignants aussi, il y a très peu de psychopathes parmi les enseignants. L'opposition de pouvoir. Plus ils ont du pouvoir. Voilà, c'est vraiment l'appel du pouvoir. Alors, le libéralisme est-il une idéologie psychopathologique? Alors, on va regarder la fable des abeilles, et puis après, on aura quasiment fini. Donc, la fable des abeilles de Bernard Mandeville. Alors, tout le monde en a entendu parler, mais peu l'ont lu. Moi-même, je ne l'avais pas lu avant que je m'y intéresse. Donc, la fable des abeilles, elle a été publiée en 1705.
Et il a eu énormément de succès, hein. Tous les grands penseurs de l'époque l'ont lu, hein, Smith, etc. Friedrich Hayek a donné une conférence. Friedrich Hayek, hein, l'économiste libéral, hein, qui est un des porteurs du nouveau libéralisme, il a donné une conférence sur la fable des abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans la fable des abeilles? Alors le sous-titre est intéressant. Les vices privés font les vertus publiques. Voilà. C'est en gros la morale, enfin vous l'avez là en fait, la morale de la fable. Comment ça se développe? En fait, il prend une métaphore d'une ruche qui était conduite par des rois et leur pouvoir était borné par des lois. Alors la ruche était remplie d'une multitude prodigieuse d'habitants dont le grand nombre contribuait à la prospérité commune. Des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition d'autres abeilles qui étaient uniquement employées à consommer les travaux des premières. Gérard Larcher. Malgré une si grande quantité d'ouvriers, les désirs de ces abeilles n'étaient pas satisfaits. Tant d'ouvriers, tant de travaux pouvaient à peine fournir au luxe de la moitié de la nation. Donc vous voyez que ce qui caractérise la ruche de Mandeville, c'est le vice généralisé de la classe prédatrice, donc qui vit du travail des autres. Alors, Mandeville continue, les médecins préféraient la réputation à la science, les richesses au rétablissement de leurs malades. Ils avaient des jurisconsultes occupés à entretenir des animosités et à susciter de mauvaises chicanes. C'était le fin de l'horreur. Les lois leur fournissaient des moyens pour ruiner leur parti et pour profiter adroitement des biens engagés. Leur roi était à tous égards mal servi. Leur propre ministre les trompait. Il y en avait à la vérité plusieurs qui ne négligeaient rien pour avancer les intérêts de la couronne, mais en même temps ils pillaient impunément le trésor qu'ils travaillaient à enrichir. Donc la morale centrale de la fable, elle va être formulée ainsi par Mandeville. Chaque ordre était ainsi rempli de vices, mais la nation même jouissait d'une heureuse prospérité. Les vices des particuliers contribuaient à la félicité publique. Voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'était repris par Smith, hein, c'est la théorie que les intérêts particuliers, en poursuivant son intérêt particulier, on va contribuer à la richesse commune. Donc on le voit ici formulé par Mandeville, hein, donc c'est un peu avant. Et on voit ici qu'il ne s'agit pas des intérêts particuliers, hein, il s'agit carrément du vice. Hein, donc c'est quand même particulier. Alors, Hayek fut un grand, comme je le disais, fut un grand lecteur de Mandeville, il a consacré une conférence. On voit que Mandeville a probablement, enfin je ne sais pas, j'interprète, été repris par Adam Smith dans sa formule célèbre de la main invisible. Et Hayek a formulé la doctrine de l'ordre spontané ainsi. Dans l'ordre complexe de la société, les résultats de l'action des hommes diffèrent grandement de ce qu'ils ont visé. Les individus, en poursuivant leur propre fin, qu'elles soient égoïstes ou altruistes, produisent des résultats bénéfiques aux autres hommes, résultats qu'ils n'avaient pas anticipés et qu'ils ignorent même peut-être. Donc là, c'est le cœur nucléaire de la doctrine libérale. C'est puisque le marché s'autorégule et permet ainsi la production de richesses qui profitent à l'ensemble de la société par la poursuite des intérêts individuels. Donc tout doit être soumis à la loi du marché. On voit que ça vient de la fable des abeilles, hein, où les vices privés font les vertus publiques. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question, hein, que je posais la question, c'est que est-ce que le libéralisme est-il une idéologie psychopathologique, hein, on peut se poser la question. Alors, donc pour conclure, l'individu est doublement soumis à l'idéologie libérale en tant que consommateur, à travers le consumérisme et sa logique de consommation donc ostentatoire, qui produit une rareté socialement construite qui débouche fatalement sur une insatisfaction chronique. Ensuite, il est soumis en tant que travailleur, mis sous pression permanente par la concurrence du marché et soumis aux injonctions de performance et d'adaptabilité permanente liées aux fluctuations du même marché. Voilà. Il faut noter aussi que l'idéologie du travail, elle fonctionne comme une injonction contradictoire. C'est typique des personnalités antisociales, des pervers narcissiques ou des psychopathes. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'injonction à vous réaliser par le travail et qui entre en contradiction avec l'aliénation qui s'opère sur le marché du travail dans le processus de production quand vous êtes notamment salarié. Voilà, donc on retrouve de nombreux traits totalitaires dans l'idéologie libérale. Volonté de créer un homme nouveau, hein, c'est la volonté de créer un homme libéral. Donc l'homme libéral, on en verra peut-être un exemple, hein, c'est celui qui s'adapte
qui s'adapte constamment au marché, et puis qui fonde ses décisions uniquement sur des calculs de ratio coût-bénéfice. C'est l'homme entrepreneurial, en quelque sorte. Donc,